Salutations Fury non Fury, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, ça fait un moment encore plus long que je n'ai pas fait de manga analyse, mais en ce moment j'avais envie de vous parler d'un manga coup de cœur. Ça fait un moment que je voulais parler aussi d'autres mangas qui me tiennent un peu plus à cœur, mais vu la longueur relative de cette série et le manque d'objectivité que je pourrais avoir vis-à-vis d'elle, je préfère faire une petite pause pour l'instant et m'échauffer avec un manga pour l'instant sorti en 2 tomes, Les Carnets de l'Apothicaire. Oui, on va encore parler d'un shoujo. Et alors ? Parez-vous de vos plus beaux atours et ayez votre sourire de façade, nous partons au sein de la cité interdite pour mener l'enquête. Les Carnets de l'Apothicaire est un manga un peu spécial puisqu'il s'agit de l'adaptation d'un roman éponyme écrit par Natsu Yuga. La storyboardeuse qui a adapté le roman en découpage manga est Itsuki Nanao, et le dessin est signé Nekoku Rage. Par contre, le design des personnages a été fait par une tierce personne, Tuko Shino. Qu'est-ce qu'il y a de différent entre l'adaptation d'un roman en manga et une série manga comme vous avez l'habitude de lire comme One Piece, Beastars, Bakuman ou autre ? Eh bien la différence, c'est qu'il n'y a pas une continuité potentiellement infinie comme le suggère le vote des lecteurs et la popularité d'un manga. Donc, comme il n'y a pas cet aspect sérialisation et besoin de faire continuer la série quand elle est populaire, les adaptations de romans sont généralement courtes, comme l'ont été l'adaptation de All You Need Is Kill ou de Ma copine est fan de yaoi. 1, 2, 1, 2. Excusez-moi, ici Gut du futur, je me permets de m'interrompre moi-même pour corriger une petite erreur. J'ai dit que le manga était une adaptation d'un roman, c'est un poil plus compliqué que ça. Il s'agit d'un manga qui a d'abord été édité en light novel sur un site internet en ligne en 2011, avant d'avoir été adapté en roman et illustré par une certaine Megumi Matsuda. Et après ça, il y a eu une nouvelle adaptation en light novel de ce roman, toujours avec Natsu Yuga aux commandes, mais cette fois-ci les illustrations sont réalisées par Tuko Shino, ce qui explique qu'en fait, pour le manga, Nekoku Rage a repris les designs fournis par Tuko Shino dans le light novel. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas trop perdu, on va reprendre la vidéo. Et accessoirement, c'est beaucoup plus pratique pour moi de faire une manga analyse. Mais je ne vais pas baisser les bras pour autant. Un jour, votre heure viendra. Mais en attendant, revenons à l'analyse du jour. Nous suivons donc l'histoire de Mao Mao, une jeune fille de 17 ans formée en tant qu'apothicaire dans le quartier des plaisirs. Comprenez par là le quartier des prostituées. Un jour qu'elle partait cueillir des plantes médicinales, elle a été enlevée par des hommes qui avaient une idée toute simple en tête, l'envoyer dans la cité impériale pour qu'elle travaille comme serveuse et toucher l'argent en se faisant passer pour sa famille. Autant dire que pour Mao Mao, c'est un peu la misère. Cependant, malgré tout et malgré surtout son envie de se faire discrète, des événements un peu problématiques ont lieu dans la cité impériale. En effet, les concubines de l'empereur, qui ont donné naissance à des enfants, voient ces enfants mourir en bas âge. Laissant la curiosité l'emporter et assistant à une dispute entre 2 des favorites de l'empereur, Mao Mao va tirer une conclusion médicale de ce qu'elle observera. Elle laissera donc un message aux 2 concubines le plus discrètement possible. Malheureusement pour elle, elle sera repérée par un certain Jinshi qui travaille dans la cité impériale sans qu'on ne puisse connaître exactement son rôle. L'une des 2 concubines, Gyokuyo, a en effet demandé à Jinshi de lui trouver la servante qui avait écrit ce message afin de la remercier d'avoir sauvé sa petite princesse. De son côté, l'autre favorite, Lifa, perdra son garçon et continuera à sombrer dans la maladie. Gyokuyo va alors accorder sa confiance à Mao Mao et lui demander de devenir sa 5e dame de compagnie. En tant que goûteuse. Sachant que pendant la grossesse de Gyokuyo, il y a déjà eu 2 tentatives d'empoisonnement. Yeah. Et aussi, Jinchi va solliciter de temps en temps les services de Mao Mao en tant qu'apothicaire. Comme je l'ai dit, la série est adaptée d'un roman et est donc relativement courte. Au Japon, elle s'est terminée en 7 volumes. Et ce n'est que récemment que nous avons commencé à avoir une traduction française, donc seulement 2 tomes sont sortis pour l'instant.
Le rythme de l'intrigue est assez lent, ce qui est tout à fait approprié étant donné le sujet abordé. Après tout, Mao Mao se retrouve au milieu d'un véritable nid de serpents qu'est la cité impériale. La discrétion, l'observation, la réflexion sont autant d'atouts indispensables à la survie. Initialement édité au Japon chez Square Enix, en français, le manga sera édité chez Kiun. Dans les deux maisons d'édition, il sera classifié comme seinen, donc visant davantage un public de jeunes adultes. Cependant, la lecture du manga, du moins sur le site Nautilion, a été conseillée à partir de 12 ans. On peut éventuellement comprendre que ce manga ne soit pas adapté à tout le monde. Certaines scènes de course sont plutôt violentes, et on a également une évocation de viol auquel Mao Mao aurait assisté. On peut donc supposer que certains événements dans le manga pourraient être traumatiques pour des lecteurs. Si vous lisez ce manga, vous voici averti. Comme dans Kennen, on pourrait ranger ce manga dans les tranches de vie, mais ce serait un petit peu réducteur. Car en effet, c'est avant tout un manga d'intrigue et de mystère, dans un cadre historique précis, la cité impériale. Mao Mao, si on la compare aux autres personnages de la cité, a un profil assez atypique. Et je ne parle pas uniquement de ses connaissances en remèdes et en poison. Elle est d'un naturel curieux, méthodique, avec un certain sens de la justice, ce qui la poussera d'ailleurs à enquêter sur les fameuses morts des nouveau-nés au tout début. Sinon, contrairement à beaucoup de femmes de son époque, Mao Mao sait lire et écrire. Son but dans la vie n'est bien sûr pas de devenir une dame importante dans la cité impériale, mais de découvrir la fameuse panacée, le remède miracle qui guérirait toutes les maladies. Dans ce but, elle n'hésite pas à s'empoisonner, généralement par des piqûres de serpents, et à tester des traitements sur elle-même. Autre preuve qu'elle a une passion un peu extrême sur les poisons, elle a un certain goût pour le fougou. Et aucun goût en matière d'homme. Non, sérieusement, elle se désintéresse totalement de l'idée de finir en couple. Même le bojinshi, sur lequel certaines filles se mettent à baver, elle le regarde avec un certain dégoût. Sauf, un peu pour la blague, quand elle s'imagine Jinshi faire des trucs avec des hommes. Comme l'histoire est centrée sur elle et qu'elle est très discrète, Mao Mao est donc également la narratrice par le biais de ses pensées qu'on peut lire dans les cartouches et les phylactères. Bien sûr, il ne faut pas penser que, parce que nous sommes uniquement dans les pensées de Mao Mao, le manga sera systématiquement assez lent et monocorde. Au contraire, par moments, ses pensées seront beaucoup plus rapides, avec des phrases plus courtes, notamment au moment où elle se mettra à goûter des aliments, soulignant sa vivacité d'esprit et sa réactivité. Donc, bien que souvent assez lent et reposant, le manga n'est pas non plus monotone. Et pour ponctuer aussi le rythme de la narration, les dialogues avec les autres personnages apportent également une variété de rythme. C'est dingue, mais j'ai l'impression d'avoir dit tout ce qu'il y avait à dire sur le scénario. Bon, c'est pas grave, passons à la suite. Comme Itsuki Nanao faisait une adaptation d'un roman, son principal travail, comme elle le dit elle-même, a été essentiellement de penser le découpage d'une histoire écrite sur papier en manga. De son côté, Neko Kurage en est à sa deuxième série. La première a été éditée en 2 tomes au Japon et n'est jamais été publiée chez nous. Et comme elle avait déjà, de son côté, affiché sa passion pour cette période historique, elle était donc tout indiquée pour pouvoir dessiner le manga. Les carnets de l'apothicaire ont été prépubliés dans le Monthly Big Gangan, qui est un magazine mensuel donc, ce qui laisse 4 fois plus de temps que dans un magazine hebdomadaire pour réaliser son chapitre. Donc, ça explique que les chapitres soient plus longs, en moyenne 35 pages au lieu de 19, et que les dessins restent soignés tout au long du manga. D'ailleurs, disons-le simplement, ce manga est beau et soigné. Mais avant, petit fait important, en général dans un manga, on ne connaît pas toujours le nom des assistants qui sont en train de dessiner en soutien avec le dessinateur. Ici, Neko Kurage remercie ses assistants, et ses assistants sont cités dans sa page remerciement. Si vous êtes curieux, n'hésitez pas à checker ces noms, peut-être que parmi eux sortira un mangaka connu dans quelques années. Bon allez, assez d'égarement, revenons-en au dessin. Les 3 premiers mots qui me viennent à l'esprit quand je regarde les illustrations, paysage, cheveux, drapés. Pour ce qui est des paysages, nous sommes dans la cité impériale, c'est donc toujours richement ornementé. Et même Neko Kurage n'a pas rechigné sur les détails. Y'a qu'à voir, même quand on est au réfectoire, toujours beaucoup de détails, la mangaka a simplement évité de mettre ce qui était trop superflu en évidence. Pour ce qui est des drapés et des coiffures,
et reflète le statut social d'un personnage dans le manga. On voit bien en comparant le kimono de Mao Mao par exemple et les tenues de Gyokuyo que ces deux personnages sont habillés avec des étoffes de qualité totalement différentes. Les vêtements de Mao Mao sont faits avec des traits essentiellement droits, là où chez Gyokuyo nous avons un peu plus de subtilité dans le tracé, signe que ces vêtements sont beaucoup plus souples, un peu comme s'ils étaient en soie, et il va sans dire que ces coiffures beaucoup plus élaborées contrastent bien avec la frange mal coupée de notre cher Mao Mao, qui a plus une coiffure pratique pour l'occasion. Pour ce qui est de l'utilisation des trames, je trouve que dans l'ensemble, il y a un très beau travail sur le contraste qui a été fait, notamment sur les très grandes cases. Sinon, que dire d'autre, le style utilisé pour dessiner les personnages est constant, surtout au niveau des expressions, mais de plus en plus, on voit apparaître petit à petit des expressions un peu plus déformées vers un style chibi, voire complètement chibi dans certaines cases, mais ce ne sera jamais aussi chibi que sur la page des remerciements. Ah si, on peut aussi noter que c'est un manga visant essentiellement un public féminin. Donc on s'attendra à retrouver très peu de fanservice à destination de ces messieurs. On a un plan où les dames de compagnie de Gyokuyo sont un peu plus légèrement vêtues, un autre plan qui parle pas mal de la poitrine de Dame Lifa, mais sinon rien de plus. On est dans un harem, mais un harem avec un haut standing. Une fiction historique dans le cadre de la cité impériale, avec une héroïne atypique et passionnée, qui apprend à s'adapter dans un environnement où le moindre faux pas peut lui coûter cher, avec des intrigues bien adaptées au support du manga, et le tout servi dans un style riche et soigné. Les carnets de l'apothicaire ont tout pour plaire. Si vous-même vous souhaitez vous lancer dans le manga mais avez des difficultés à écrire votre scénario, je vous recommande l'exercice de prendre un passage d'un de vos livres préférés et d'essayer de l'adapter en manga ou en bande dessinée. Dans tous les cas, les carnets de l'apothicaire sont un manga assez inspirant pour se lancer dans ce genre d'histoire, et si vous voulez simplement acheter le manga pour le plaisir de la lecture, vous pouvez y aller les yeux fermés. Ou presque, il faut quand même ouvrir les yeux pour pouvoir lire. Cette manga analyse touche à sa fin. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu du bonheur, à partager la vidéo et à laisser un commentaire pour pouvoir éviter de finir dans les tréfonds du fin fond de YouTube. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous bien.